Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est Madame Anouk Simard. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous dans la série des personnes qui n'ont pas de problème de vision. Ça faisait un petit bout de temps déjà que je vous en avais pas présenté. Aujourd'hui, c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon lieu de travail, dans le fond, parce que Anouk, c'est une dame qui donne de son temps pour faire de la lecture pour les non-voyants. D'ailleurs, peut-être que sa voix va vous dire quelque chose. Tout d'abord, je vais vous la laisser nous parler. Bonjour Anouk. Bonjour Martin. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé, mais je sais aussi, parce que ça se sent, parce que ça se dégage chez toi, tu es une personne très généreuse de ton temps. C'est quelque chose que j'ai remarqué très rapidement. Mais c'est gentil. Écoute, en fait, je suis généreuse de mon temps. Disons que je me suis donné le temps, avec l'âge, avec le temps, de prendre plus de temps, tu vois. Donc, j'ai plus de temps à donner. Parce que j'en ai plus, tu vois. C'est une belle roue. Ouais, voilà. Écoute, à chaque invité, j'aime ça commencer un petit peu du début. Tu sais, bien sûr, tu es libre de nous dire ce que tu veux, mais est-ce que tu es à l'aise de nous dire, exemple, dans quelle région tu es né, à quelle époque? Avec plaisir, bien sûr. Surtout que j'en suis assez fière. OK. Ouais, parce que moi, je viens du Saguenay, de Chicoutimi. Je suis née à Chicoutimi. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans et demi, en fait, en deuxième année. En plus, après, j'ai déménagé à Chicoutimi-Nord, écoute, l'autre côté de la rivière Saguenay. Et là, j'y ai vécu jusqu'à ce que je quitte le Saguenay pour aller étudier à Montréal, en fait, à Sainte-Thérèse en théâtre, à l'âge de 19 ans. Alors, j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance le long de la rivière, sur les caps, ramasser des bleuets, des fraises, des framboises. La nature était très, très, très présente dans mon enfance, tu vois. Alors, avec mon frère, on se promenait, on allait aux noisettes, tout ce qui était petits fruits, tout ce qui était petits fruits sauvages, tout ce que la nature nous donnait. Nous, on était les premiers à aller les cueillir un peu partout sur les caps et tout ça. Puis la rivière aussi, qui était une rivière quand même assez dangereuse, mais on fallait pas trop dire tout ce qu'on faisait sur le bord de la rivière et sur les caps à nos parents. Fait que donc, j'ai grandi à Chicoutimi, oui, voilà. Donc, avec un frère, une famille on est 5 enfants. Okay. J'ai 2 sœurs et 2 frères. Et moi, je suis la dernière de la famille. Ah! Ouais, c'est ça. Je suis la cadette, tu vois. Alors, donc, j'ai 10 ans de différence avec la sœur aînée. OK. OK. Et puis, c'est ça. Et on était tous dans la même chambre, ou presque. Les filles, on était tous dans une même chambre. Les garçons dans une même chambre. Les parents dans leur chambre. Alors, c'était la vie de famille assez serrée, je dirais. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que ça me fait penser que, comme on était toutes les 3 dans la même chambre, moi j'ai une de mes sœurs qui était souvent malade et tout ça, bon, qui l'est encore, et qui, celle du milieu, là, et qui, le soir, c'est ça, elle se couchait toujours plus tôt, bon. Puis moi, quand j'allais voir mon ami, ou j'allais voir qui restait pas loin, à l'époque, on pouvait traverser la rue, puis j'étais chez mon ami, puis je rentrais, on s'inquiétait pas, hein, on est dans les années 50, là. C'est au début des années 60, à Chicoutimi, dans une petite ville quand même, à Chicoutimi-Nord, un petit quartier. Vous aviez pas peur de... Non, okay. Non. Alors, je rentrais des fois, il faisait, l'hiver ou l'automne, ou ça, il faisait noir, ou même l'été. Et puis, et donc, pour ne pas réveiller ma sœur, parce que mon autre sœur aînée, elle était sortie, là, et pour pas réveiller ma sœur, parce que sinon, elle se choquait, puis elle avait pas un bon caractère, puis elle voulait pas que je la réveille. Alors, je faisais pas de bruit, et j'allumais pas la lumière, et je me fermais les yeux. Je me rappelle ça, je me fermais les yeux, et je faisais tout dans la chambre. J'allais chercher mon pyjama, je me déshabillais, je rangeais mon linge, j'ouvrais mon lit, je faisais tout les yeux fermés, comme si je voyais rien.
comme si j'étais aveugle d'une certaine façon. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, ben j'ai développé comme ça une facilité à c'est comme une débrouillardise, c'est ça, une facilité à te déplacer sans voir les choses. Dans l'obscurité, oui. Oui, puis curieusement, tu vois, je pense que comme dans le métier d'acteur, par exemple, j'ai toujours et même dans le travail que je fais au niveau maintenant des thérapies énergétiques, tu vois, parce que je me suis un peu maintenant alignée vers ça, là, on pourra peut-être en reparler. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme si toujours j'avais fait confiance, comme pour le jeu par exemple, à une autre dimension d'expression que juste regarder l'autre. Comment je le ressens, comment je le file, comment qu'est-ce que même les odeurs, le ressenti, plus que autant que la vision, je dirais. Donc d'autres aspects, tous les sens. De tous les sens, comme si d'avoir pratiqué ça quand même quelques années, parce que ma sœur, on était longtemps ensemble là, dans la même chambre. Ben j'ai comme développé quelque chose de je sais pas. C'est là que tu as commencé à sentir ça, peut-être le goût du jeu? Peut-être. Mais en fait, c'est plus à l'école, je crois. OK. Parce que en première année, j'allais très bien à l'école, là, bon. Alors, parce que ma sœur aînée est devenue enseignante, OK. Et puis, j'ai été sa première élève. Alors, t'allais pas. Oui, fait que moi, quand je suis arrivée à l'école en première année, je savais lire, écrire, compter, je connaissais les chiffres. T'avais déjà une longueur d'avance, oui, là. Fait que, tu sais, je faisais mes devoirs, fait que tout était tout le temps, tout était facile déjà. Alors, j'avais le temps de faire plein d'autres choses. Alors, j'étais prise pour faire les spectacles, je faisais des cours de chant, des cours de piano, de solfège, en fait, là, tu sais, pour avoir l'oreille parfaite, faire les dos sur le piano, toutes sortes de choses comme ça que je faisais à l'école parce que j'allais bien en classe puis que j'avais du temps. Tu vois? Oui. Puis j'avais probablement des aptitudes aussi déjà, là. C'est ça, parce qu'il faut avoir quand même Puis j'aimais ça. Un intérêt. Oui, j'aimais ça. Fait que c'est là que ça a commencé. Le goût de la scène, probablement. Puis le goût aussi des arts, tu vois. De vraiment m'exprimer par les arts. J'ai toujours aimé la musique. Mon père, d'ailleurs, était musicien aussi. Il était violoneux, mon père. Et avec ses trois frères, ils étaient un groupe de musiciens qui faisaient danser la maisonnée. Là, il faut se reporter. Peut-être que ton public est jeune, mais moi, comme j'ai un certain public de tout âge. Bon, ben alors sûrement qu'il y en a qui ont connu ça dans les petites villes ou les villages où, bon, il y avait toujours, comme dans ces années-là, des violonneux, puis des joueurs de guitare, ils faisaient de la cuillère, bon, il y en a qui étaient au piano aussi, et puis ensemble, ben, ils se produisaient, puis on les invitait tout le temps à venir fêter, à venir faire danser une fête, un anniversaire, mariage. Donc, il y avait beaucoup d'occasions de fêter. Oui, mon père était dans la musique. Oui, c'est ça, il faisait de la musique. Puis chez nous, ben, il jouait le dimanche. Il nous jouait du violon le dimanche, tu vois. Puis il était cuisinier, fait qu'il nous faisait aussi des desserts et des choses. Ouais, on s'est fait gâter par lui beaucoup à ce niveau-là. Puis ma mère aussi, remarque, elle faisait bien à manger, là. Puis, mais les pères qui faisaient à manger, c'était peut-être plus rare. Probablement, oui, c'était plutôt rare, mais il était particulier, mon père. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel aussi. Ouais. Très, très artiste aussi, qui aimait l'écriture, qui aimait lire. On était plein de livres dans la maison. Ah! L'intérêt pour les livres! Un autre point qui ressort. Mais oui. Oui, on avait une encyclopédie chez nous. L'encyclopédie La Jeunesse, que toi tu sais pas peut-être qu'est-ce que c'est, mais sûrement parmi tes auditeurs, il y en a qui vont reconnaître l'encyclopédie. C'était une grosse encyclopédie, Larousse, je crois qu'il faisait ça avec de grosses reliures en cuir rouge vin, fond épais, là, tu sais, très. Okay. Et là il y en avait, et là-dedans il y avait de tout. L'astronomie, l'astrologie, puis on avait de A à Z, tu vois, et puis il y avait aussi des histoires, des contes. Ben nous, à la maison, on se lisait toutes ces histoires-là, on les savait presque toutes par cœur. Ah oui. Ouais.
des histoires extraordinaires, là, des beaux contes, des belles histoires d'un jeune qui avait été sauvé sa sœur, qui avait été pris dans la glace, puis qui avait failli se noyer. Moi, je me souviens encore de toutes sortes de choses comme ça. Des histoires, un peu comme Rider Digest à l'époque aussi. Il y avait des histoires, tu sais, toujours un conte ou toujours un peu un petit, une nouvelle, tu sais, à l'intérieur Oui, il y avait toujours comme une histoire plus en substance un peu, là, qui était plus longue, puis qui... Oui, une nouvelle assez longue ou une histoire, c'est ça. Alors, dans les encyclopédies, il y en avait comme ça plein, puis les fables de La Fontaine, puis tous les grands classiques aussi, tu vois. Alors, alors pour nous, c'était une source, alors il y avait beaucoup, on lisait beaucoup chez nous, c'était quelque chose de très important. Ouais. Ah. Ouais, il y a toujours un lien, hein, tu vois. Tu vois. D'ailleurs, je m'en rends compte là, tu vois, tu me fais penser que c'est vrai, c'est commencé à cet âge-là, tu vois. Le goût des livres et de les arts. Mais c'est ça, il y avait une belle place pour tout ça, là. Ça fait que c'est sûr que c'est attrayant, là. C'est aidant. Mais plus tard, quand t'es venu le temps de faire un choix, tu es allé à l'école de théâtre? Oui. Et là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pour satisfaire vraiment ce goût-là de continuer de faire du théâtre, il y avait à un moment donné une petite, j'avais 16 ans. OK. Et puis bon, à l'adolescence, le secondaire et tout ça, là, je faisais partie de quelques spectacles, mais je m'occupais beaucoup plutôt je faisais de la pastorale ou dans le sens d'action bénévole dans les écoles. Je faisais ça au primaire aussi avec ma sœur. On faisait de l'action. Qu'est-ce qu'on allait faire dans l'année pour que tout aille bien dans l'école, tu sais, pour qu'on ait plus de fraternité, pour qu'il y ait des rencontres, pour qu'il y ait des moments, pour que tout le monde se sente bien, là, tu sais, qu'il y ait des fêtes, qu'est-ce qu'on allait faire comme Noël, qu'est-ce qu'on allait faire au Pâques. On organisait comme ça avec ma sœur et à l'époque un abbé, bon, tu sais, moi, j'ai été élevée quand même même si aujourd'hui je suis anti-religion et anti-dogme et tout ce que tu voudras, j'ai quand même reçu cet enseignement-là qui était très important, qui l'est encore au niveau des valeurs, tu vois, qui m'ont été transmises. Alors, donc, à l'école, je faisais ça. Puis au secondaire, ça a continué, mais là, je me suis impliquée beaucoup au niveau de la présidence de l'école, puis de la vie communautaire, scolaire, tu vois, la vie étudiante. Et puis, avoir accès à des films, avoir accès à beaucoup, bien sûr, au niveau des arts. Tu sais. Donc, il y avait beaucoup l'aspect de se préoccuper d'être occupé, là, tu sais, ouais, d'engagement. L'engagement. Le plaisir aussi. Le plaisir, bien sûr, les rencontres, les découvertes que tu fais si tu organises une soirée de cinéastes, par exemple, bon, ben, au secondaire, là, il y a des films, on voit des films, on en discute, tu sais, il y a plein de découvertes qu'on fait, on rencontre des personnes qui ont les mêmes affinités, c'est agréable, tu sais. Puis à partir de ça, ben là, il y avait une petite où il y a eu une audition, je me souviens plus où j'ai vu ça, mais j'ai été passer l'audition pour une troupe amateur qui avait à Chicoutimi, qui s'appelait l'Olfac. OK, j'avais 16 ans. Et puis, c'était dirigé par un semi-professionnel qui, lui, arrivait de Montréal et qui avait fait partie d'une troupe semi-professionnelle à Montréal et qui était metteur en scène, écrivait des pièces et qui donnait ou qui était aussi comédien, donc qui donnait aussi un peu de cours, enfin, d'ateliers de jeu à travers tout ça. Là, c'était pas juste faire la mise en scène. On avait aussi des cours de jeu de l'acteur. Alors, c'est vraiment lui, il s'appelle Germain Beauchamp, je peux le nommer, je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi ceux qui écoutent qui vont le connaître, mais c'est pas quelqu'un qui est connu, c'est une sorte d'éminence grise qui a beaucoup donné, qui a beaucoup fait pour beaucoup d'artistes comme moi qui ont fait ce métier-là, mais qui est toujours resté plus ou moins dans l'ombre, tu vois. Oui. Mm-hmm. Et c'était ce qu'il désirait. Et il est décédé maintenant. C'est une immense perte quand même. C'est un ami, c'est un vieil ami, mais bon. Et puis donc, à cause de cette audition, moi, je suis entrée dans la troupe, ils m'ont prise. Tu comprends? J'ai été acceptée. Et puis, j'avais fait ça, je me souviens encore, c'était avec une pièce de Félix Leclerc, La veuve de Félix Leclerc. Oh. Puis il dit,
je me souviens qu'il avait dit, tu pleurais tellement, t'étais tellement, qu'il a dit, bon, ça n'a pas de bon sens, elle, il faut qu'on l'apprenne, là. Alors, je m'étais complètement donnée, tu sais, puis... les émotions. Et go, tu vois. Puis là, finalement, avec cette troupe-là, ça a été un apprentissage extraordinaire d'une sorte de nouvelle famille, tu vois, dans lequel on s'est tous initiés, parce que lui, il est devenu analyste jungien. Guy Corneau faisait partie de cette troupe-là. Il était analyste jungien aussi. Donc, Pauline Martin, il y avait aussi Richard Blackburn du théâtre La Dame de Cœur. On était tous... Oui, c'était une espèce de noyau on vient tous du Saguenay. Il y avait aussi Pauline Lapointe et Louise Portal qui, elles, sont parties un peu avant. Ils faisaient pas partie de l'Olfac, mais ils ont fait partie d'une autre troupe juste un peu. Ils sont quittés 1 an ou 2 avant nous pour aller faire l'école, qui avait été acceptés aussi. Alors, c'est comme une sorte d'effervescence, tu vois, théâtrale et de nouveaux théâtres, de la création québécoise, des nouveaux textes. Tu sais, on se démarquait parce qu'avant nous, le jeune théâtre, c'était des années 60, 70, tout était français. Tout nous venait de la France, tu vois. Alors donc, moi, j'ai commencé cette initiation-là, si on peut appeler ça comme ça, au Saguenay, à Chicoutimi, avec Germain Beauchamp et toute cette troupe-là. Et on était initiés à Carl Gustav Jung, à L'Au-moi, l'inconscient, la psychologie. On montait des pièces comme Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais ça s'appelait Cérémonial alchimique pour comédiens non initiés, d'après Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et là là! Ça t'en dit long sur le genre de production qu'on faisait, mais on se produisait la scène qui est à Chicoutimi, voyons, j'ai oublié le nom, c'est bête, là. Puis on allait aussi dans les festivals de théâtre amateur et tout ça, on a monté plusieurs productions, on a gagné des prix, on était très forts. Hey, écoute, wow! Puis bien sûr, plusieurs de cette troupe-là sont allés prendre... quand le cégep, j'ai fait mon cégep en lettres, puis quand le cégep a été, en lettres, puis spécialité lettres québécoises, puis quand j'ai fait les 2 ans de cégep, après je suis allée faire passer les auditions avec Pauline, avec Richard, et tout le monde, on est tous allés passer les auditions pour les écoles, Daniel Simard aussi, et puis qui est maintenant Feu, Daniel, qui est décédé l'année dernière, on est tous tellement vieux, ça n'a pas de bon sens. Et puis... voilà, alors donc moi j'étais acceptée, on a tous été acceptés ou presque, et puis on a tous fait un peu une carrière assez différente chacun, mais tout le monde s'est impliqué au niveau de troupe de théâtre, tout le monde s'est impliqué au niveau un peu faire la mise en scène, tout le monde s'est impliqué au niveau de l'enseignement, on a tous eu plus ou moins chacun de notre côté une carrière de pas juste d'acteur, tu vois. On a tous, comme moi, j'ai pris une partie d'une compagnie de théâtre, je faisais de la création, de la diffusion, tu sais, le Carré Théâtre à Longueuil, on faisait de la production, on a été à la naissance du théâtre de la ville et tout ça, en 1990. Alors, tu sais, bon... Et puis, la première commission culturelle à Longueuil en 1988. Fait que tout le monde, on était impliqués, tu vois. Et puis, en plus, mon école avec les ateliers du Carré Théâtre, tu sais, pendant 25 ans. Et 250 élèves à un moment donné, de 8 ans à... pas de limite d'âge, différents niveaux, différents groupes. On enseignait le jeu de l'acteur dans notre petite salle et dans notre salle de cours et tout. Alors, on s'est tous plus ou moins, tu vois, on a tous fait quelque chose au niveau de l'engagement, je dirais, sur le plan des arts, parce que c'était notre force, là. Mais comme Richard Blackburn, il a fait le théâtre de la Dame de Cœur, qui marche encore, d'ailleurs, qui va très, très, très bien. Guy, qui lui est allé plutôt qui a fait l'analyse, qui a fait un analyste jungien, un psychologue, et qui a fait des conférences, qui a partout à travers le monde, qui a écrit des livres, et qui s'est impliqué, tu vois, sans arrêt. Alors, je pense que c'est ça qui pourrait nous distinguer. Je dirais, c'est l'engagement, l'implication. Moi, je pense que ça commence quand on est jeune, ce désir-là. Puis si on s'écoute vraiment, puis on écoute qui on est, puis si on suit son chemin, on est là où on doit être. Je pense bien, en tout cas, avec tout ce qu'on fait d'erreurs, puis de tâtonnements. Et quitter le Saguenay, est-ce que ça a été...
Les parents, comment? C'est sûr que pour mes parents, mais moi, j'étais la dernière, là. Oui. Fait qu'il y avait déjà, tu sais... Tous les autres qui étaient... Non, ils étaient pas tous partis encore, parce que moi, je suis partie avant ma sœur, justement, ma sœur, là, que je fermais les yeux pour pas la réveiller. OK. Qui est une bonne personne et tout, mais bon, qui est merveilleuse et tout, là, mais c'est ça. Non, elle a pris plus de temps avant de quitter la maison, parce qu'elle avait des soucis de santé et tout ça. Et puis moi, après ça, j'ai été là... je suis partie en même temps que mon frère, ou presque, celui qui est tout de suite après moi, parce qu'il y a ma sœur aînée, mon frère, mon autre sœur, celle du milieu, mon frère, un frère, puis ensuite il y a moi, tu vois. Mais le frère qui me suit d'un an, même pas un an et demi, même pas un an, ou à peine un an, un peu plus d'un an, on était toujours ensemble, là, tu vois. Puis on se voit encore maintenant. OK. Ouais, il y a 2 ans, on est allé aux Noisettes, qui reste à Pau-Nigamouk, à la campagne. Ah! On est allé ensemble aux Noisettes avec ma petite chérie. Oui, on a fait ça, nous autres. Des beaux souvenirs, des beaux... on fait ça des fois. On s'aime bien entre nous, on se tient... on est très liés encore. Ouais. Mais bon, quitter comme tel... M'en aller, oui, c'est ça. Ben oui, mes parents, c'était difficile pour eux, mais il fallait bien qu'à un moment donné, ils savaient bien que... non, mais je revenais, et puis, bon, ils me voyaient à la télévision. Quand ils m'ont vu à la TV, ils ont fait, ben oui, c'est vrai, c'est une vraie carrière, tu sais, c'est pas juste comme ça une folie de vouloir aller faire du théâtre, tu sais, en 1969 que je suis partie, tu vois. Et puis, c'est ça. Alors, donc, je revenais, puis, bon, j'allais les visiter assez régulièrement. Mais moi, je m'ennuyais de la région. Quand j'y allais, j'avais l'impression de me ressourcer, tu vois. J'avais l'impression de prendre l'air. Il y a une énergie là-bas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la qualité de l'air, la qualité tellurique, je dirais, de ce qu'il y a comme énergie sur le plan tellurique planétaire de ce petit coin-là de pays, là. Il y a quelque chose de vraiment particulier. Puis je le sais, j'ai voyagé beaucoup. Puis il y a quelque chose là qui est unique et qui est vraiment énergisant et vraiment... je dirais, comme si ça nous donnait, comme si c'est pas positif, tu vois, c'est pas positif, ça nous recharge, c'est comme une recharge. Fait que quand j'en avais besoin, j'allais me recharger au Saguenay, tu sais. Ben, le là, fait quand que je pleurais, puis là, j'étais là, oh mon Dieu. Parce que le fait que ce soit ta région natale, c'est quand même... C'est bien que tu sois capable de t'y ressourcer, mais c'est plus difficile émotionnellement de partir. Sûr. Ouais. Mais, point de vue, bon, carrière, tu disais, bon, ça a été quand même pas trop difficile, ça a été bien dès le début de... Ah oui, ça a fonctionné dès le départ, moi, ça c'est clair. D'ailleurs, ça a été très intense entre quand je suis sortie de l'école, je suis sortie en 73, à l'été, au printemps 73, et j'ai commencé à travailler dès l'automne à l'école, voyons pas à l'école, mais à l'époque c'était au Jésus, le théâtre de Miss Pelletier maintenant aujourd'hui, mais à l'époque c'était le théâtre, voyons, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais c'est ça avec Françoise Gratton et Gilles Pelletier qui étaient à la tête de ce théâtre-là, et j'ai commencé à travailler avec eux, puis ensuite j'ai fait de la tournée à travers le Québec, le TPQ, ça a marché tout de suite, et tout de suite des gros rôles aussi, puis après j'ai décroché pour la télévision du tac au tac. Oui. Tu vois. Alors ça, c'est sûr que c'est ça qui m'a fait connaître du grand public. Mais les gens me connaissaient au niveau de la télévision. Puis après, ça a toujours déboulé. J'ai toujours eu des séries. Mais comme je me transformais beaucoup, des fois, on a de la misère à faire le lien entre la petite secrétaire et, par exemple, je sais pas, le retour. Oui, parce que le retour, j'ai écouté ça, puis je me souvenais plus. Non, c'est ça. Que Je faisais tu jouais la mère. Je faisais la femme de Marcel Leboeuf, une femme assez sérieuse, assez sévère, qui avait beaucoup de problèmes d'ailleurs, qui avait des problèmes avec sa fille aussi, mais qui était pas une mauvaise personne, mais tu sais, bon, qui avait ses preuves. Mais moi, mon rôle marquant, puis je sais que je t'en ai parlé une fois, c'était dans Un homme au foyer. Ah oui! Ginette. Ah oui! Ça, c'était drôle. Ah oui, ça c'était... J'ai adoré faire ça. Quelle équipe! En plus, on avait tellement de plaisir. Puis oui, ça c'était extraordinaire. Puis elle était tellement
over. Et là là, hein? Elle était vraiment, tu sais, comme un peu trop maquillée, un peu trop coiffée, un peu trop... Puis tout le temps parler fort, à parler vite. Ben remarque, j'ai un peu de ça, hein? On donne toujours un peu de soi à l'intérieur de nos personnages, mais quand même. C'était pas trop difficile à jouer? Non. Bon. Ça, j'ai juste d'ajouter un peu plus que ma personnalité. Caricaturer. Oui, c'est ça, parce que ça restait une comédie. Puis c'était quand même aussi Claude Dubois qui écrivait les textes. C'était le même auteur que du tac au tac. Alors on se connaissait, alors il écrivait pour moi aussi, tu vois. Fait que il y avait toujours un côté un peu candide et naïf au personnage qui m'écrivait, parce que je sais pas, il me voyait comme ça, lui, mais pourtant je suis pas quelqu'un de si candide que ça, là, et pas si naïf que ça, mais c'est vrai que je peux paraître ça sur certains côtés. Fait que, ou c'est facile pour moi de jouer ça, tu vois. Ouais. Mais bon, parce que ça a été quoi ton dernier rôle à la télé? Est-ce que ça a été... c'est l'année passée. Ah, OK. Oui, l'automne dernier. Avant Noël dernier, j'ai fait... ça a passé en février 2017. Là, j'ai fait... au secours de Béatrice, une apparition dans un des épisodes. OK, j'ai fait, madame m'appelait Madame Ebola, là, une femme qui travaillait en Afrique, puis qui avait pris un virus, qui pensait que c'était l'Ebola, mais j'arrivais à l'hôpital, puis là, tout le monde est en quarantaine, puis je provoque, si tu veux, une sorte de panique un peu, à l'intérieur de l'hôpital, puis voilà. Puis alors, c'était quand même, puis là, je suis malade, et c'était intéressant, c'était pas immense, mais c'était quand même un rôle qui exigeait quand même une qualité là de vérité pour pouvoir vraiment savoir croire que j'étais vraiment très malade, puis aussi qui déclenchait, si tu veux, quelque chose dans l'hôpital. Alors dans ce sens-là, c'était intéressant. Mais c'est une des choses que j'ai faites l'année passée, mais c'était vraiment épisodique, et c'était vraiment aussi, c'est comme si j'acceptais de faire ça parce qu'il y avait pour des raisons, parce que je les connaissais, c'était des amis, tout ça, puis j'ai pas pu refuser, tu vois. Mais disons parce que maintenant, j'en fais plus maintenant. C'est ça que tu me disais, ça que là, ça m'a surpris un peu, que tu me dises 2017. Le dernier rôle vraiment régulier, la série régulière, ça a été Le Retour, tu vois, en 2000, donc ça fait un bout de temps. Hein. Il y a eu des petites choses après, mais tu sais, pas majeures, là, juste pour dire que je vais faire des apparitions. Puis j'ai joué aussi au théâtre après. J'ai fait quand même un peu de théâtre, puis j'ai fait aussi une tournée pendant 4 ans, une tournée avec Enfance Jeunesse d'une troupe de Québec, à travers le Québec, en théâtre. J'ai fait ça aussi dans les dernières années. Là où j'ai arrêté vraiment officiellement, c'est depuis 2014. Ou vraiment, je pense. Hein, oui, 2014, à peu près ça. 2014, ouais. Où là, vraiment, je fais plus de théâtre, et je fais plus non plus de télé, ou non. Et bon, je vais poser... Pourquoi? Ouais, mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as vu beaucoup... parce que nous, en tant que téléspectateurs, on entend... Puis là, je veux pas te mettre dans l'embarras en te demandant ça. Mais, tu sais, en tant que téléspectateur, on entend souvent... Bon, le théâtre, c'est énormément de travail, souvent pour le nombre de représentations que vous allez donner. La télévision, ça se fait quand même assez rapidement. Est-ce que tu as vu comme une évolution, un changement entre, admettons, le début de ta carrière et le moment où tu as décidé d'arrêter? Est-ce que ça... Oui, mais ça, c'est certain. C'est certain que moi, tu vois, je viens d'une génération où la manière de faire le théâtre et la manière aussi de s'impliquer, de s'investir dans une série ou une télésérie ou un téléroman à l'époque, là, c'était des téléromans, puis après téléroman plus, et après ça télésérie avec d'autres types de budgets, puis tourner surtout cinéma. Mais avant, moi j'ai quand même la génération où on tournait avec 3 caméras, puis c'était même pas encore des caméras numériques, là, ok? Alors c'est 3 grosses caméras là, qui se promènent sur le plateau, et qui une caméra prend le plan large, l'autre prend le gros plan sur un des intervenants, des acteurs, puis là ensuite l'autre caméra sur l'autre, et puis bon, après ils font un montage. Mais alors que là maintenant, je veux dire, c'est tourné caméra, il y a des extérieurs, bon, et ça c'est merveilleux, c'est tourné cinéma. Moi j'en ai fait du cinéma aussi. Non, c'est pas à ce niveau-là c'est pas au niveau de la technique
Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est plus rapide. C'est sûr que ça contribue, le fait qu'aujourd'hui on tourne très, très rapidement, ça contribue à créer une sorte de stress supplémentaire d'un métier qui est déjà assez stressant, parce qu'il faut que tu performes sans arrêt, tu vois. Il faut toujours que tu sois ton meilleur, il faut toujours que tu saches ton texte, il faut que tu sois à la hauteur, il faut, tu sais, t'es vu, là, tu sais, c'est toi qui es là devant la caméra, c'est le gars qui éclaire, si son éclairage est plus ou moins défectueux, on fera pas trop d'histoire. Mais toi, si t'es pas à la hauteur, soit qu'on va le remarquer, ou soit qu'on t'engage plus, ou si tu sais pas ton texte, bon. C'est ça. Alors, c'est un métier, comme les autres, ça s'apprend, et il faut avoir un tempérament vraiment particulier, je dirais, être capable, en tout cas, d'être capable de gérer le stress, et de pas avoir peur non plus, de pas trop non plus avoir d'insécurité financière. Parce que c'est un métier que si t'es pas capable de vivre avec pas savoir que tu vas avoir un salaire récurrent sans arrêt, comme, je sais pas, c'est comme, comme fonctionnaire, par exemple, tu sais, tu vas avoir ton salaire tout le temps. Chaque semaine, puis tu vas avoir même ta pension. Alors que là, nous, je veux dire, est-ce que tu vas faire une série, est-ce que tu vas en faire une autre après? Tu fais une production de théâtre, est-ce que tu vas en faire une autre après? Tu le sais pas. Hein? Alors, il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Et moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai une confiance, j'ai jamais rien manqué. Je veux voyager léger sur cette terre, en ce sens que j'ai pas de biens, je me suis jamais alourdie de biens matériels qui vont faire en sorte que je suis obligée de m'en occuper sans arrêt, puis je suis obligée d'avoir trop de choses à gérer, parce que c'est pas ça que là-dedans que je veux mettre mon énergie. Je veux mettre mon énergie ailleurs. Alors, je l'ai toujours mis ailleurs que là. Donc, j'ai eu des périodes moins, quoique ça a tellement toujours été bien été à partir du moment où je suis sortie, depuis je me croise les doigts, puis je remercie le ciel, j'étais vraiment chanceuse. J'ai sorti de l'école et j'ai toujours très très bien gagné ma vie avec ça, beaucoup plus que maintenant. C'est un choix aussi de dire que tu vas comme laisser ça doucement, parce que ça veut dire aussi que tu vas travailler beaucoup plus d'heures pour faire le même salaire, tu sais. Si tu veux avoir le même salaire, tu sais. Parce que veux pas, c'est quand même, si tu travailles beaucoup, si tu fais des séries, quoi que ce soit, puis que ça va bien pour toi, tu sais, tu peux avoir une vie quand même plus aisée que si tu, je sais pas, ça dépend ce que tu fais, là, mais je sais pas, si tu vends des toiles, par exemple, puis que ça prend du temps avant que tes toiles se vendent, tu sais. Oui. Il faut que tu en vendes quand même beaucoup, régulièrement. Puis régulièrement. Mais en même temps, je veux dire, il y a un tout petit pourcentage d'acteurs qui vraiment gagnent très très bien leur vie avec ça. Un petit peu plus qu'à mon époque quand même, mais parce qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de place pour pouvoir aussi se produire, il y a plus de postes de télévision, il y a plein de choses, il y a le web, il y a le net, il y en a beaucoup. Alors, tu peux pas dire que c'est pas parce que tu fais pas partie d'une série Radio-Canada que tu gagnes pas bien ta vie puis tu travailles pas. Il y en a plein de façons de gagner sa vie avec ce métier-là. Fait qu'il faut pas jamais se décourager si quelqu'un veut le faire. Mais moi, c'est pas à ce niveau-là, tu vois, que c'est pas à ce niveau-là que je dirais que le désir s'est éteint de le faire. D'abord, ça a été que lorsque veux pas, quand on devient comédienne, je pense qu'on le fait parce qu'on a besoin de reconnaissance. Si on veut pas se l'avouer, je pense qu'on se met un petit peu à soi. OK, c'est vrai ça, là. Oui. OK. Que ce soit conscient ou inconscient, ou qu'on se l'avoue ou pas, moi, je peux te dire, après toutes ces années, puis avec les enseignements que j'ai faits, puis avec les jeunes avec qui j'ai travaillé, les moins jeunes, les plus vieux, les acteurs professionnels qui ont pas eu cette reconnaissance que moi j'ai eue, par exemple, je peux te dire que on est toujours plus ou moins à la recherche d'une certaine reconnaissance, comme si pourtant, bon, moi j'ai été bien entourée et tout ça, mais j'avais comme besoin qu'on me dise que j'étais bonne, qu'on m'aimait, il y a de ça. On a vu votre émission. Ben, tu sais, j'avais besoin, même si, comment dire, quand on me le disait, j'y croyais pas, hein, c'est personnel. On a ce problème-là parce que on a beau c'est nous qui l'avons personnellement. C'est pas, si je l'ai pas réglé personnellement, je l'obtiendrai jamais en étant comédienne. Puis même en ayant toute la reconnaissance du monde entier.
Même en étant Angelina Jolie, si je ne m'aime pas moi-même, si je reconnais pas moi-même mes talents, si moi-même je suis pas capable de m'aimer suffisamment et de m'accepter, de me reconnaître, ça viendra pas, les autres ont beau, ça tiendra pas le coup jusqu'à pendant des années, tu vois. Alors, tout le travail que j'ai fait sur moi, ça a fait une des choses qui ont fait partie d'un certain travail, parce que toute ma vie, j'ai été en travail sur moi. C'est sûr que le métier d'acteur est aussi thérapeutique si on le fait dans ce sens-là, mais pas pour tout le monde, mais pour moi, ça l'était toujours. Tous les rôles que j'entreprenais étaient une façon de découvrir une facette de moi, d'aller plus loin, ou de risquer telle chose, d'oser telle chose, de fouiller. Alors, donc, c'était dans ce sens-là toujours. Alors, à partir du moment où ça, il y a quelque chose en moi qui a plus eu besoin de ça. OK, ça est allé jusque-là. Ouais. Okay. Donc, après, je l'ai fait, puis ça, c'est arrivé bien avant que j'arrête, là. Mais je l'ai fait par plaisir, je le faisais parce que c'était mon métier, parce que on me demandait, parce que j'avais un certain talent, parce que je devais donner du bon travail. Et puis, parce que j'aimais ça, parce que c'était ma famille aussi. Après, c'était une autre étape que j'ai franchie, qui était, puis tu sais, chaque acteur, puis chaque personne vit les choses différemment. C'est une étape où est-ce que je n'ai plus senti le besoin de me dépersonnaliser pour rechercher une sorte de paix intérieure. C'est-à-dire que je n'ai plus envie, parce que veux pas tous les rôles qu'on joue, c'est toujours des gens complexes, des gens compliqués. Tu fouilles dans ce qu'il y a de plus sombre des fois dans l'âme humaine, tu sais. Tu fouilles dans des espaces que des fois tu surprises toi-même par là où ça t'amène. Puis et il faut que tu aies faut que tu aies un très bon équilibre psychologique, mental et une joie de vivre, même naturelle, je dirais, pour arriver à placer tout ça à l'intérieur de toi, puis dire bon ben garde, là le rôle je le mets de côté, puis bon moi, mais je suis toujours un petit peu tout ça quand même, tu vois. De jouer, j'ai déjà joué dans un film dans lequel je me faisais violer, je me suis jamais fait violer, mais je veux dire il a fallu que je le joue. C'est quelque chose de très très difficile. Et j'ai été marquée par ça, peut-être pas autant que si je l'avais été, mais il a fallu quand même que je me guérisse, tu vois, de ça, dans le sens que je guérisse une certaine blessure en le vivant, tu vois. C'est moins grave que lorsque quelqu'un était fait pour vrai, puis ses blessures dans son physique, dans son corps éthérique, mais ça a quand même des répercussions. Dans son corps physique, éthérique et son corps mental et son corps astral et tous ses corps, tu vois. Mm-hmm. C'est terrible, c'est quelque chose de très grave que quelqu'un, il faut absolument être aidé et soigné. Alors que là, mais il y avait quand même quelque chose, c'est qu'il a fallu que, bon, c'est pas si grave, mais il a fallu quand même, tu vois, fait que c'est toujours, et c'est comme si, là où je suis rendue, maintenant où je suis rendue, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie je trouve que, mon nouvel espace de connaissance par rapport à où je suis rendue et par rapport à mon engagement, par rapport à ce que je veux donner, c'est plutôt de me connecter et d'être plutôt, au lieu d'endosser une personnalité trouble ou complexe avec toutes sortes de problèmes psychologiques, d'essayer d'endosser la lumière. De me connecter à l'amour, à quelque chose qui va faire que je vais pouvoir, moi, m'épanouir et aider autour de moi m'épanouir d'une autre manière. Mais l'importance, et là, je veux vraiment pas dénigrer, parce que l'importance d'une sorte de catharsis que d'être sur une scène et de vivre un drame profond et que le spectateur puisse s'identifier à ce drame-là et vivre une sorte de transposition, de transfert et d'en libérer un peu de lui, c'est un rôle très important et c'est une grande responsabilité que moi j'ai toujours prise, tu vois, et je l'ai toujours vu comme ça. Et moi, tu vois, c'est la légèreté aujourd'hui avec laquelle on fait, peut-être pas tous, mais avec laquelle on aborde ce métier qui pour moi m'intéresse moins, tu vois. C'est dans ce sens-là. Et là, peut-être que je me trompe, peut-être parce que j'ai décroché, puis je vais pas porter de jugement, puis c'est toujours, mais je vois juste dans ce qui se dégage extérieurement, tu sais, c'est devenu une industrie et plus qu'une forme d'art, une forme d'expression.
et une forme de rôle social, de transcendance, tu vois. Pour moi, ça a toujours été ça. C'est comme ça que j'ai fait ce métier-là, cérémonial alchimique, messe pour un accident cannibale. Non, mais tu sais, j'ai joué toutes sortes de choses. J'ai fait des théâtres d'été, j'ai fait rire les gens, j'ai fait toutes sortes de choses. Porte pas de jugement là-dessus. Je pense que c'est important. Mais je pense que c'est des chemins qui sont personnels, et c'est pour ça que moi, c'est mon chemin à moi, et je veux dire, il y a pas de vérité, puis il y a pas de chemin unique pour personne, puis il y a pas là lieu de faire en sorte que j'ai raison ou pas raison, c'est le mien tout simplement, puis c'est devenu mon besoin, si tu veux, et c'est pour ça que je me suis orientée vers les thérapies énergétiques, tu vois. Je suis content qu'on arrive à ce stade-ci, à ce moment-là, parce que je pense qu'on va faire la pause, parce que ça fait déjà 45 minutes quasiment qu'on parle. Je parle beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut. Je te laisse pas beaucoup parler. Je suis désolée. Les gens sont pas là pour m'écouter moi, ils sont là pour écouter mes invités qui acceptent de s'asseoir et de jaser, justement, de nous expliquer des choses fascinante. Donc, on va faire la pause, puis on revient tout de suite après avec, dans le fond, le tournant de ta carrière. Ta deuxième, on peut-tu dire ça, ta deuxième carrière? C'est une carrière, pas vraiment. Pour moi, c'est deuxième passion, disons, deuxième chemin, un tournant dans un chemin, dans une route qui continue. Mais fort différent. Oui, proche quand même. Proche quand même? Ah oui, okay. Très proche. OK. tu vas nous éclaircir à ce... Okay. OK. Donc, on fait la pause immédiatement, puis on revient avec notre invitée, qui est Madame Anouk Sima. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, j'ai deux petits sujets pour vous. Tout d'abord, récemment, samedi dernier, pour être précis, le 24 mars, avait lieu l'Assemblée générale de l'Association des aveugles de la Rive-Sud, dont le siège social est situé à Longueuil. Vous le savez sûrement, mais l'association me permet d'utiliser leur local au moment où il n'y a pas d'activité pour que je puisse enregistrer certaines des entrevues de Connaissez-vous. Donc, pour les remercier, je vous donne des nouvelles de cette association. Tout d'abord, il y avait 3 personnes dont le mandat tirait à leur fin. Ces 3 personnes ont été réélues pour des mandats de 2 ans. Il s'agit de Monsieur Éric Bissonnette, de Madame Carole Marchand, ainsi que de Monsieur Émile Ouellette. Et la présidente qui était en poste a également vu son mandat de présidence se renouveler pour une autre année. Il s'agit de Madame Antoinette Gervais. Alors, je félicite tous ceux qui ont été réélus. Je félicite aussi les personnes qui ont été proposées et je remercie aussi les membres d'avoir été présents à cette importante assemblée. Et je suppose peut-être que l'association va me permettre aussi de poursuivre mes enregistrements. Ce sera à voir dans les prochains jours, prochaines semaines. À l'AGA de samedi, il y a aussi eu des gens qui m'ont proposé des livres à lire et je vous en parle même si je l'ai commencé seulement que cet après-midi, mais ça pouvait pas ne pas m'intéresser parce que ça parle d'aviation. Plus précisément, c'est une agente de bord qui préfère se faire appeler hôtesse de l'air. Là, je sais qu'on dit plus ça, mais elle préfère ça pour diverses raisons. D'ailleurs, elle va vous l'expliquer dans ses livres. L'auteur, c'est Elisabeth Landry. La saga, c'est l'hôtesse de l'air et c'est en 3 tomes. La personnage s'appelle Scarlett Lambert. Donc, le tome 1
c'est le décollage de Scarlett Lambert. Le tome 2, c'est l'atterrissage de Scarlett Lambert. Et le tome 3, c'est les turbulences de Scarlett Lambert. Donc, moi, comme je vous le dis, j'ai commencé aujourd'hui, je suis donc dans le tome 1, mais j'ai à peu près 120 pages déjà de lu, et c'est fort divertissant, c'est peut-être plus une lecture un peu légère, lecture d'été qui s'en vient, là, si ça vous tente. Donc, je vous les conseille. Moi, je les ai téléchargés sur le site du Service québécois du livre adapté. Donc, ils sont disponibles là. Je vous répète le nom de l'auteur, c'est Elisabeth Landry. Et je vous rappelle que si vous avez des suggestions ou si vous voulez me faire vos commentaires sur les lectures que je vous ai proposées, je vous invite à le faire. À notre prochaine émission. Miguel Ross. Curieux, espiègle et n'ayant pas la langue dans sa poche, voici un souvenir qui remonte à sa maternelle et qui, rassurez-vous, ne s'est pas produit à l'école adaptée. C'était quasiment comme à l'armée, là, tu sais, quand c'était le temps de la sieste, elle nous disait sieste, fait qu'il fallait aller chercher nos serviettes, les mettre par terre puis se coucher, puis là, pour essayer de nous endormir, ben, elle nous chantait le Haut-Canada. Ben voyons donc! Je te le jure, elle nous chantait le Haut-Canada. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu veux, moi, curieux comme je suis? Ben là, je disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, elle me disait, hey, tais-toi, toi! Fait que là, Ben voyons donc! Au Canada? ben oui. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Madame Anouk Simard. Et juste avant la pause, Anouk, tu nous disais, bon, tu as à un moment donné intentionnellement, est-ce qu'on peut dire délaissé le... Changer de direction. OK. Et là, comment est venue l'idée pour les thérapies énergétiques. Les thérapies énergétiques. Oui, esséniennes et égyptiennes. Oui. Okay. Esséniennes et égyptiennes. OK. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est ça. Comment c'est venu? Comment c'est venu? En fait, je pense que c'est venu en même temps que l'acteur, en même temps que j'étais jeune. Et quand même, là. Moi, je pense qu'il y a un lien dans tout ce qu'on fait dans la vie quand on suit qu'est-ce qu'on a, nos désirs et qu'on se met pas trop de barrières et qu'on se met pas trop de limites dans ce qu'on veut faire, tu sais, puis et qu'on suit son chemin. J'ai essayé toute ma vie de suivre mon chemin. Alors pour moi c'est le même comment dire, c'est le même chemin intérieur. C'est le même chemin de recherche d'une sorte d'équilibre, d'une recherche de je dirais d'harmonie entre la vie sensible, matérielle, terrestre, la vie aussi sentimentale, la vie enfin du cœur, la vie aussi intellectuelle, la vie aussi de sociale, la vie avec tout le monde. Bon. Donc, alors, qui englobe là, beaucoup tous les aspects. Là. Tous les aspects. Alors, moi, je pense que c'est le même chemin que de vouloir devenir, par exemple, actrice et que de vouloir faire le jeu de l'acteur et faire ce métier-là, qui est comme une sorte de vocation. Pour moi, c'est comme une vocation pour, comme je disais tout à l'heure, essayer de fouiller qu'est-ce que c'est l'être humain. De quoi on est fait, quelles sont nos parts d'ombre, nos parts de lumière, pourquoi on vit, quelles sont nos tendances, nos objectifs, à quoi on aspire. Tu sais, tous les personnages que j'ai joués avaient une quête, étaient mus par une émotion ou deux, et s'en allaient dans la vie pour faire quelque chose de précis.
comme un être humain. Alors, pour l'incarner, ce personnage-là, il fallait que je me pose la question. Puis si je sais pas qu'est-ce que c'est que ce personnage-là, je connais pas trop ce type de personne, ben là, faut que je fasse des recherches, faut que je fouille en dedans de moi d'abord, savoir si j'en ai un peu, pour lui donner de la vérité de moi, puis après ça, je vais le chercher. Alors, tout ce débroussaillage-là m'a comme toujours attiré vers ou conduit vers des recherches à la fois psychologiques, de psychologie et de spiritualité. OK. Alors, tu vois, le lien, il est là. Oui. C'est pas plus sorcier que ça. Et la psychologie, même avec Germain qui était analyste jungien, et bon, c'était Jung, dès l'âge de 16 ans, je me suis initiée déjà à la psychologie jungienne, le moi, l'inconscient et tout ça. Donc déjà, j'étais dans un univers de connaissances de comment fonctionne l'être humain avec toutes ses facettes, tu sais. Et puis après, ben avec l'acteur et tout ça, j'avais mes grilles là pour essayer d'approcher un personnage. Puis quand j'ai fait de l'enseignement, là j'ai été obligée de nommer. Et c'est beaucoup l'enseignement qui m'a conduit aux thérapies énergétiques, tu vois. Parce que l'enseignement, j'ai été obligée de nommer ce que je faisais. Comment je fais pour faire une scène dans laquelle je dois pleurer. Comment je fais alors que là je vis de la joie, j'ai pas du tout envie de pleurer. Alors comment je fais? Et comment je fais pour être en colère? Comment je fais pour faire un personnage qui a de la peur, puis de la peine, puis de la colère en même temps, puis qui aime, puis qui pardonne pas, puis qui blablabla. Tu sais, comment je joue ça? Comment je suis vrai et authentique là-dedans? Alors, il a fallu que je le nomme. Et j'ai à la suite de ça, développé une manière d'enseigner à partir des 5 émotions. Okay. Des 5 émotions pures. La peur, la colère, la peine, l'amour et la joie. OK? Donc, à travers ce travail de recherche-là, un metteur en scène te demande, il faut que tu sois fâché. Oui, je veux bien, mais comment je fais pour me fâcher? Moi, j'ai enseigné comment aller chercher sa colère. Et c'est tout ce travail-là de psychologie, ce travail-là d'énergie, et de recherche et fouiller, parce que je lis beaucoup, j'ai toujours lu beaucoup, je lis encore beaucoup, a fait en sorte, puis aussi certains enseignants qui m'ont comme enligné vers qui m'ont conforté, si tu veux, dans l'approche que moi j'avais. Et donc, c'est là que j'ai découvert, puis là, avec aussi les années 90, c'est arrivé une sorte de démystification aussi de l'émotion. C'est moins tabou de pleurer, moins tabou, on a commencé à faire des recherches dans les entreprises et tout ça, qu'il faut libérer l'émotion. Ça, c'est devenu plus normal d'en parler. Plus accepté. Oui, c'est plus normal d'en parler. C'est quelqu'un qui pleure, avant, mon Dieu, tu sais, c'est grave. Alors que maintenant, quelqu'un qui pleure, on accepte plus ça. Tu vois, c'est quelque chose quand même, dans notre société, qui est plus admis, tu vois, de vivre ses émotions. Ce qui n'était pas dans les années avant. Puis en plus, il y a eu toute une période où est-ce que, très rationnelle, là, où est-ce que, on pleure pas, faut pas que tu pleures. Être fort. Être fort. Faut pas se fâcher. Bon. Oui, c'est sûr qu'il faut pas se fâcher contre personne, faut pas frapper personne, mais je veux dire de reconnaître que là, ça nous met en colère. J'ai le droit, là, puis c'est important. Alors donc, en fait, toutes mes recherches, j'ai vu que j'ai lu, j'ai compris, et à partir même de mon travail d'actrice puis d'enseignement, qu'une émotion, c'est une vibration. OK? Donc, c'est quelque chose qui est subtil, mais qui existe en soi et qui vibre. Donc, je vibre à une colère. Et on a pu maintenant voir aussi, avec toutes sortes de machines, là, d'appareils très sophistiqués, que quelqu'un qui est en colère, le rouge va, avec des lumières, où ils vont être capables de détecter le niveau de vibration de chacune des émotions, ou presque. Entendons-nous, là. Les recherches sont pas faites en fonction de ça, ils sont faites en fonction pour les médicaments puis calmer les émotions. En fait, ça, c'est autre chose. OK? Ça, c'est un autre dossier, on n'en parlera pas ici. Parce que ça, c'est quelque chose. Mais, donc, c'est une vibration. Et que les émotions sont logées dans le corps. C'est-à-dire que la mémoire du corps est infaillible à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, ou dans d'autres vies avant, si on y a cru, si on y croit, ben tout ça est enregistré dans un immense ordinateur personnel émotif, sensoriel,
subtile et même physique dans la vie qu'on a actuellement dans notre corps physique. Alors, et que c'est là qu'elles sont emmagasinées et c'est là qu'elles sont mémorisées, tu vois, et que donc, si je veux aller chercher la colère, c'est pas à l'extérieur que je vais la chercher, c'est pas dans ma tête, c'est pas dans une pensée ou c'est dans mon corps, c'est dans ma mémoire sensorielle, vibratoire et éthérique, si on veut, ou bon, et dans le corps astral aussi. Bon, ça, c'est d'autres choses, c'est d'autres notions, là, les différents corps, si on rentre dans le yoga et tout ça. Il y a sûrement plusieurs de tes auditeurs qui connaissent qu'est-ce que c'est qu'un corps astral via le yoga, via la méditation et tout ça de plus en plus. Quand oui, même. parce qu'il y a même des cours de yoga adaptés. Bon, tu vois. Alors, c'est pour calmer et apaiser et yoga. Mais moi, tu vois, dans mes cours, j'étais là, OK, là, on va travailler même chose que si on faisait de même intériorisation, puis on utilise la respiration pour entrer à l'intérieur de soi, pour s'intérioriser et se centrer, sauf que c'est pour se mettre dans tous ces états. Au lieu de trouver la paix, l'acteur, c'est qu'il faut aller sortir, il faut aller loger, il faut aller exprimer sa colère, il faut aller exprimer sa peine. Et donc, il faut être capable de la retrouver à l'intérieur de soi. Et donc, sa propre peine, sa propre colère, sa propre peur. Et pour certaines personnes, c'est différent, ça s'exprime, les chemins sont différents à l'intérieur. Alors, c'est un long processus. Et moi, je peux te dire maintenant que, avec 25 ans d'enseignement, que tous mes élèves, il y avait peut-être d'autres carences quand ils rentraient dans les écoles au niveau, peut-être, bon, la diction, on donnait des cours de diction, aussi au carré théâtre, on donnait plein d'autres choses, mais que, sur le plan émotif, tout le monde était très ferré. Et tout le monde pouvait, à volonté, pleurer, avoir la peine, se mettre en colère. Ils pouvaient, comme à volonté, le faire, parce que t'as plus besoin d'avoir une idée mentale puis de penser que ça te fait de la peine, telle chose dans ta vie, parce que là, tu passes par la tête, tu passes par le mental, alors que vivre ta peine, il faut que tu sois direct avec elle dans le corps, tu vois. Alors, c'est différents exercices que j'ai mis au point pour la libérer, la loger, la mémoriser, la sentir. Alors, c'est sûr que c'était très thérapeutique, tout ça aussi. Fait que c'est sûr que dans mes stages, puis dans mes ateliers, surtout mes stages intensifs, là, il y avait des gens de différentes cultures, de différentes activités culturelles, des pianistes, des différentes formes d'art, si tu veux, qui venaient aussi, parce que si tu es capable de connecter à tes propres émotions, tu vas être capable de jouer une pièce musicale d'une autre manière que de la jouer avec ta tête. Ça va passer, si tu te connais bien ta technique, après, tout vient de là, puis là, ça passe par tes doigts, ça passe par tes gammes, ça passe par le piano. Nous, l'acteur, ça passe par le corps, ça passe par la voix, ça passe par le texte, ça passe par à travers une mise en scène, ça passe par le mouvement, la rencontre de l'autre, bon, plein de choses comme ça, mais la base pour dire que quand tu regardes quelqu'un à la télé puis que tu vois qu'il est vrai, tu pleures en même temps parce qu'elle est sincère, parce que là on y croit. Quelqu'un qui joue à avoir de la peine, on le voit tout de suite, ça ne nous touche pas. Même chose sur scène, quelqu'un de présence extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans son émotion ou ses émotions, peur, peine, colère. C'est comme par exemple la jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est d'avoir peur, de craindre des gens, de la perception un peu de l'autre personne face à l'amour. Je sais tu pas. veux dire la jalousie, parce que on est jaloux quand on craint que ce qu'on pense nous appartenir ne nous appartienne plus. Ou qu'on veut avoir quelque chose de l'autre, qu'on voudrait qu'il nous appartienne, qu'on n'a pas. On est jaloux de l'hélicoptère que peut-être telle personne, ou la reconnaissance, ou on est jaloux parce que, bon, on peut être jaloux aussi de perdre un conjoint parce que l'autre il fait de l'œil ou quoi que ce soit. Alors, la jalousie comme telle, c'est un mélange de plusieurs émotions qui peuvent être très différentes selon ce que tu as à jouer. Tu vois. Alors, si ça peut être parce que tu as peur, si la scène c'est que
t'es jaloux parce que t'es dans une soirée puis que quelque chose de classique là, le chum d'un de tes amis t'es en train de faire de l'œil à ton chum, à ta blonde, bon ben là toi tu vas avoir un peu de jalousie, fait que là ça va avoir la colère ou tu vas avoir peur, la peine, tu sais, il va y avoir 2-3 émotions mélangées, de l'amour, bon, ça peut être très différent. Alors si tu te réfères toujours aux émotions, et là, tu vas toujours être logé et être dans la justesse. Et en plus, tu vas toujours te renouveler parce qu'il n'y a jamais une situation qui exige les mêmes superpositions d'émotions. Enfin, c'est peut-être un peu complexe, là. Mais enfin. Alors donc, c'était le travail que je faisais avec mes élèves. Donc c'était donc une connexion à quelque chose qui vit à l'intérieur de nous et qui nous fait en sorte qu'on peut incarner un personnage avec toute la justesse et de ce qui est nécessité dans la scène. Alors que les thérapies énergétiques et esséniennes et égyptiennes, d'abord une thérapie, c'est une thérapie là, c'est-à-dire que c'est un soin, c'est quelque chose qui fait appel à différentes notions pour trouver le bien-être et pour soulager, pour soigner, éventuellement, on le souhaite, guérir. Donc, c'est quelqu'un qui a une faiblesse, une pathologie, un manque, un mal-être, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être de différents émotifs, ça peut être OK, ça touche tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là. OK. Je suis pas médecin, on fait des thérapies, il y a personne qui est médecin. Sauf que puis loin de là, au contraire, c'est un complément à la médecine actuelle occidentale, à la médecine moderne. C'est un complément, et non seulement un complément, mais ça peut être aussi en prévention, tu vois. Mm-hmm. Alors, disons que s'il y en a qui connaissent le Reiki, ou s'il y en a qui connaissent l'acupuncture, ou la digipuncture, ou qui connaissent l'ostéopathie, ou qui connaissent, disons, la kinésiologie, ou ces différentes techniques-là, ou ces différentes approches, il y a un peu de tout ça dans les thérapies énergétiques esséniennes égyptiennes. OK. Ce sont des thérapies qui font appel, bien sûr, à une canalisation, c'est-à-dire que de la même façon que je me centre et que je me canalise pour laisser passer en moi une forme d'énergie, je laisse passer en moi une forme d'énergie qui est l'onde de guérison, qui est l'amour finalement, OK. Et si je me servais toujours de mon énergie, je l'épuiserais continuellement, parce que moi, mon énergie est pas d'ordre divine, pour utiliser un grand mot, là, puis elle est pas d'ordre non plus universel. Mais c'est sûr qu'il faut déjà, au départ, avoir une certaine confiance ou une certaine ouverture, parce que c'est pas une croyance, on en est convaincu ou pas, c'est une certaine ouverture sur un certain monde énergétique qui nous réunit tous dans l'univers et qui existe et qui fait que tout l'univers existe, une sorte de force qui nous réunit tous là, tu vois, la matière, le subtil, l'esprit, il faut y croire, il faut croire d'une certaine façon ou en tout cas avoir une ouverture sur les bienfaits possibles oui. Oui, bien sûr. C'est comme par exemple se dire qu'est-ce qui fait qu'une fleur pousse? OK, oui. Qu'est-ce qui fait qu'une fleur pousse, par exemple? Oui, il y a de la vie, il y a de l'énergie, les questions aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une fleur pousse, hein? Parce qu'on peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse. Elle va pousser d'elle-même. Parce la qu'on lumière, lui donne de l'eau, du soleil, de la lumière, le soleil. Oui, c'est ça, la terre, tout le milieu de terre qui va lui convenir. Le milieu va être propice. Oui, qui va être propice, selon le climat, mais il faut qu'elle pousse. Pour qu'elle pousse, il y a quand même une force de vie, là, qui fait qu'une fleur pousse. Hein,
et ça pousse pas tout seul de même. T'as beau, je veux dire, même si tu avais une terre, il y a une graine, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait que cette graine-là se met à vivre? C'est la vie. On peut pas répondre à cette question-là par l'analyse rationnelle. C'est impossible, à mes yeux. Et selon mon cœur. Je veux dire, on peut pas, soit qu'on se dit, c'est magique, ou c'est tout simplement la vie qui s'exprime de 1001 façons à travers la fleur, à travers l'arbre, à travers, et qui fait qu'un animal naît, qui fait que nous, les êtres humains, naissons, qui fait qu'il y a une planète Terre, qui fait que la planète tourne sur elle-même, qui fait qu'il y a des astres qui tournent autour, qui fait qu'on est tous là, dans l'univers en mouvement, que cet univers-là en mouvement est là avec un soleil. Bon, qu'est-ce qui fait que tout ça tient, que tout ça vit? Alors, c'est juste une question un peu existentielle, je dirais, ou tu sais, transcendante un peu, mais je veux dire, on peut pas répondre à ça avec le rationnel. On peut juste dire, moi, cette vie-là, j'en fais partie et j'y adhère. J'adhère à la vie. Et si j'adhère à la vie, ça veut dire que je regarde la fleur pousser. Ça veut dire que je m'interroge aussi sur moi, comment ma santé va, comment moi je serai en santé, comment je peux, avec les handicaps que j'ai, le corps que j'ai, comment je peux être le mieux possible dans ce corps-là, dans cette âme, avec cette âme-là, avec ce cœur-là, comment je peux me diriger dans cet espace-là de mon quartier, de ma vie, de ma maison, de mes sœurs, de mes frères, dans l'espace, de se sentir qu'on est tous interreliés. C'est juste ça. C'est juste ça, l'énergie et l'onde de guérison. C'est se connecter à cette matière subtile, vibratoire, énergétique, amour, universel, guérison, qui fait que si tu t'y connectes, tu vas pouvoir vraiment apporter avec une certaine connaissance, il y a plein, je connais une 60aine de soins, là, ok, pour toutes sortes de pathologies, il y a des chemins, c'est sûr qu'une compréhension du système nerveux, des glandes endocrines, il y a tout ça, là, tu sais, je me suis toujours intéressée à la psychologie, mais aussi au corps humain, bien entendu, parce que j'arrive pas à ça comme ça, bang boom, hein. Et c'est quand même interrelié. Tout est interrelié, c'est sûr. Puis je veux dire aussi, mon enseignement, c'était les émotions via les centres d'énergie, via les chakras, via aussi les liens avec les organes vitaux, qu'est-ce qui conduit ça, la respiration, le rôle de chacun des systèmes à l'intérieur du corps qui nous amène, qu'est-ce qui enregistre quoi à l'intérieur, comment. Bon, alors ça m'a amené aux thérapies, à un moment donné, c'est ça que je veux faire. Pour moi, je suis rendue là, tu vois. C'est ça que je veux faire. C'est vers ça que je sens que je vais pouvoir donner ce que j'ai envie de donner, tu vois, de pouvoir m'engager au niveau du mieux-être et du partage et maintenant c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Tu dispenses des soins. Oui. À des gens qui ont toutes sortes de problèmes, là, comme on a dit tantôt. C'est ça, qui ont différents problèmes, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pratiqué en même temps que j'ai suivi tout mon cursus, là, qui était quand même sur 3 ans. Et là, je suis en maîtrise qui dure, elle, sur 1 an, que j'ai fait en Ardèche et là, que je vais faire en Espagne au printemps. Puis bon, mais c'était quand même ici, parce que ces soins-là, ils sont dispensés par Marie-Joanne Croteau et Daniel Meuroy, ici au Québec. C'est Daniel et là, c'est complexe, parce que pour dire d'où viennent ces soins-là, en fait, ça vient, c'est des millénaires, on ne sait pas exactement l'origine exacte. Ce qu'on sait, c'est que les grands prêtres égyptiens, déjà, puis dans les archives et dans leur connaissance de la médecine à l'époque, utilisaient ces soins-là. OK? Et ils les ont transmis par la communauté essénienne, parce qu'il y a eu Moïse, là, avec les pharaons et tout ça, et il y a eu plusieurs thérapeutes à l'intérieur qui ont enseigné
au premier, à Moïse et tous ceux là qui étaient la communauté juive, probablement c'est les juifs et tout ça, qui étaient avec les pharaons et tout ça, et qui a été la communauté essénienne. Donc, eux ont reçu cette science-là, c'est parce que c'est presque une science, là, mais bon, c'est pas une science dans le sens que c'est pas, mais c'est une, il faut quand, c'est un art de guérir, c'est un art de soigner, tu vois, et c'est une connaissance. Et c'est une connaissance et c'est un lien avec l'onde de guérison. OK? Donc, ce sont des soins sacrés, entre guillemets. C'est des soins qui font affaire avec ce qu'il y a de plus divin dans l'univers, comme la fleur qui pousse dont on parle. On n'a pas beaucoup de mots. Aujourd'hui, on dit divin, on pense à religion. Ça n'a absolument rien à voir. Hein? Absolument rien à voir. C'est le sens du divin dans le sens qui génère la vie, dans le sens d'une force qui est là et qui fait que tout existe. Et que si on s'y réfère, la vie, elle veut juste vivre, elle va jamais en arrière, tu vois. Et que tout est déjà santé, que tout est déjà au départ, ce qu'on essaie à travers notre vie et à travers, c'est de retrouver, c'est de la retrouver. C'est de faire en sorte, en tout cas, d'être le plus proche de notre maximum d'équilibre, de fonctionnement et de joie. Hein? Malgré que on a tous, on fait des arthrites, on fait des ci, on fait des ça. Bon, on peut aussi bien sûr avoir des handicaps comme être non-voyant ou on peut, mais je veux dire, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire quand même, tu vois. Et aujourd'hui, en plus, moi, je suis tellement d'admiration pour vous là, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que je vais venir lire. Je dis que je fais des soins, mais je fais pas juste les soins, je viens lire aussi. C'est très important dans ma vie. Et comment c'est arrivé, ça, l'idée de lire pour les non-voyants? Ça, c'est monsieur, c'est le propriétaire, monsieur... Monsieur Cécile? Cécile, oui, Okay. Qui a envoyé un courriel au Carré Théâtre. À l'époque, j'avais encore l'école, puis j'avais encore aussi la maison de diffusion, la salle et tout ça. Et puis, il avait envoyé parce qu'il disait qu'il cherchait des lecteurs. Alors que peut-être que parmi mes élèves avancés ou des gens, même parmi les acteurs que je côtoyais, ou même moi, si on était intéressé à venir lire pour lui, pour ici, pour point par point, pour les non-voyants. Moi, j'ai fait certainement. Puis là, il est tombé tout de suite. C'est comme une espèce de flair. Tu sais, lui, il savait pas à quel point moi, j'étais passionnée de lecture, lui passionnée, puis j'adore lire. Puis j'aime lire aussi dans un micro. Tu sais, j'ai fait beaucoup à l'époque, on faisait la narration pour la télé, ou pour la télé, mais pour la radio, là, puis on faisait des fois des narrations, de courtes narrations sur ce qu'on appelle de la surimpression vocale. Il y a du doublage, c'est-à-dire que c'est synchrone avec la personne qui joue le film devant toi en anglais, mais il y a aussi surimpression vocale. Tu sais, des fois on a des reportages, on les entend, il y a une voix par-dessus. Ah oui. Puis faut toujours garder un petit décalage parce que la personne qui fait l'opération technique de ça, il faut toujours qu'on entende un peu la voix de la personne qui explique, je sais pas, il y a un reportage, les animaux d'Australie, les oiseaux, puis là il y a quelqu'un qui parle, tu vois, par-dessus, on appelle ça la surimpression vocale. J'en ai fait quand même pas mal de ça. Puis alors tu lis des textes et tout ça. Puis des narrations aussi de certains, mais c'est de courts textes, c'est pas comme des romans complets. Et là, c'est ça, c'est des romans, c'est dans le micro, c'est dans une cabine aussi, c'est enfermé dans une cabine. J'adore ça, c'est particulier. Parce que il faut aimer lire, d'abord il faut aimer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que t'es tout seul avec le livre, mais le livre, tout à coup, il prend vie. Parce que c'est très intime. Tu lis au micro pour quelqu'un. Et moi, j'ai beaucoup lu pour ma fille quand elle était petite. Tous les soirs, je racontais des histoires. Bon, j'ai toujours lu pour quelqu'un. J'ai toujours aimé ça. Et puis là, t'es tout seul avec le micro, en plus, avec le métier et tout ça. C'est qui est à l'intérieur de moi, qui s'exprime facilement. C'est-à-dire que, tout à coup,
l'œuvre de l'auteur va prendre vie, ses mots, et d'ailleurs je fais toujours un test de quelques pages pour pouvoir saisir son univers littéraire, tu vois, et ce qui se dégage de cet univers littéraire là, des fois c'est plus intellectuel, d'autres fois c'est plus des grandes phrases qui finissent plus, des fois c'est très émotif, c'est tout simple, des fois je suis obligée de m'arrêter parce que je braille, puis là je recommence, oui c'est drôle, puis puis là c'est à haute voix mais c'est très intime, et puis on est toute seule dans la petite cabine, et là il y a comme juste toi, l'œuvre, la voix, et c'est comme plus toi qui lis, j'entre comme dans un espace sensoriel, encore une fois, tu vois mon travail, okay, oui. émotif, littéraire, d'une œuvre qui n'est plus des mots, qui est plus un texte, mais qui est une vie qui s'installe. Tu vois, bon, il demeure que je peux pas prendre trop de temps, tu sais, je veux dire, je pourrais lire beaucoup plus lentement que ça, mais en ce sens qu'à un moment donné, je me dis peut-être pas tout le monde qui va lire, qui va prendre le temps d'écouter aussi lentement. Ah, c'est ça, il faut garder quand même une vitesse un certain standard. rythme, tu sais, un certain rythme de lecture, mais il y en a qui c'est plus complexe, alors il faut prendre plus de temps, il y en a d'autres que c'est tout simple, et des fois c'est du temps entre les phrases, parce que dans une phrase, il vient de dire une affaire tellement longue, tellement profonde que là, il faut une respiration pour le digérer. Alors c'est ça, mais on fait de notre mieux, tu vois, pour voir à ce que ce soit intéressant, puis que surtout transmettre l'essence du livre, tu vois, le souffle que l'auteur a voulu donner dans son œuvre, tu sais, littéraire. Alors ça, c'est un petit peu toujours le petit challenge avant chaque livre. Puis moi, dans les livres, je reçois, on me donne les livres que je choisis pas. Hein. Alors c'est déjà arrivé une fois ou deux là que j'ai pu choisir, mais c'est parce en général, ouais, c'est. Oui, on nous propose un livre et puis et là on pénètre dedans, puis c'est toujours très. Moi j'adore ça. C'est ce que je trouve un peu, c'est pas que je trouve ça plate et triste, mais c'est qu'on n'a jamais de commentaires sur les livres qu'on lit. On les lit, c'est terminé, on y a mis son cœur et tout ça. Et puis après, oups, c'est bon, d'accord. Est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce que je devrais parler plus lentement? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je sais pas. Moi, ce que je pense, c'est que souvent, faire des commentaires, ça c'est mon avis bien personnel, mais en tant que lecteur quand même de livres audio, faire des commentaires sur des lectures, là, à moins que ce serait vraiment mauvais. Sinon, là, on fera pas de commentaires parce que c'est tellement personnel. Ah oui, ouais. Tu veux dire c'est personnel, chacun comment il le reçoit? Oui, comment il le reçoit. Oui, parce que on va pas commencer à dire telle personne elle lit pas bien, tu sais, c'est à moins qu'elle buterait sur tous les mots là, tu sais, mais sinon c'est très très rare qu'on va faire un commentaire. Normalement là, s'il y a pas de commentaire, c'est parce que tout va très bien. Oui, je vois. Puis aussi c'est comme pour nous, quand on lit un livre, je veux dire, des fois, je lis un livre, puis bon, ça me prend du temps avant d'entrer dedans, même si c'est moi qui le lis, là, je veux dire, puis des fois, ça me plaît plus ou moins, puis je parle pas des livres que je lis ici à point par point, je parle des livres que je lis chez moi, tu sais, là. OK, pour toi-même. Oui, pour moi-même, tu sais, des fois, on peut prendre du temps, fait que c'est la même chose pour quelqu'un qui l'entend, là, dans ce sens que, bon, un livre, on pensait que ça allait nous intéresser, on a lu la 4e page de couverture, finalement, on n'a pas l'intérêt qu'on pensait avoir. Ça aussi, c'est pas toujours la question du lecteur, c'est aussi la question qu'on peut avoir l'intérêt ou non. Mais si j'ai bien compris, vous pouvez comme aller voir, aller vous promener d'un chapitre à l'autre. Oui, d'une page à l'autre, d'un chapitre, selon la façon dont le livre a été découpé, là, selon la structure du livre. Mais par contre, Anouk, je dois te dire que à chaque fois que on commence un nouveau livre avec une nouvelle voix, aussi c'est des voix qu'on reconnaît, tu sais, d'un livre à l'autre. Ah oui, ça peut être très très aidant ça aussi là. Okay. À l'époque là, maintenant ils le font plus, puis chez Point par Point c'est interdit de toute façon de le faire dans notre contrat là. Des changements de narrateur en plein livre là. Oups, non. Ça c'était difficile. C'est un peu difficile ça, je peux croire. Mais maintenant c'est plus. Je sais que nous dans notre contrat chez Point par Point c'est même pas permis de le faire. Ouais.
Ça serait un peu comme quelqu'un qui écrit un livre, tout à coup la deuxième partie, c'est un autre qui l'écrit. Ouais. Ça ferait bizarre, tu sais. C'est ça, ouais. Parce qu'on pénètre pas, parce que, tu vois, je reviens encore à mon monde un peu qui est subtil, qui est matière, qui est vibration, qui est vibrant, qui sont les mots, vibrent à tel niveau vibratoire, tu vois, les émotions, tout ce qui existe. La table ici vibre, tout vibre, hein, selon le niveau. On l'a prouvé maintenant, l'énergie quantique aujourd'hui le prouve à toutes sortes de niveaux. Alors, c'est sûr que un livre, tant qu'il est pas lu, il vibre pas à sa vraie valeur. Et il prend une dimension selon la personne qui le lit. Et là, je parle pas seulement du lecteur, puis de la personne qui l'écoute, du non-voyant qui le lit, qui l'entend. Mais je parle d'un livre qu'on va acheter à la librairie, qu'un lecteur et des centaines de livres, et que tout à coup, le même livre, moi je suis chez moi, je lis tel livre, ma chum qui est en Alsace va lire le même livre, la vibration et ce que va lui apporter ce livre-là, et comment elle va le recevoir, et tout ce que les mots de l'auteur vont prendre vie à l'intérieur de son cœur, de son âme, de sa tête, de son imaginaire, je veux dire, va être très différent du mien, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là que tout prend vie à partir du moment qu'on lui donne la vie. C'est très, très beau. Comme tu penses, ben oui. Ouais. Hey, écoute, va falloir finir. Va falloir terminer. Oui. Parce que je pense qu'on pourrait continuer très longtemps, parce que c'est vraiment passionnant. Écoute, je sais pas, est-ce que tu peux dire, les gens qui voudraient en savoir plus sur les traitements? Oui, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Il y a mon site internet maintenant qui s'appelle, je vais le dire, lumiereessénienne.com. LUMIERESSENIENNE.com. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir des informations, vous allez pouvoir en savoir plus. Oui. Mm-hmm. Ah oui, il y a tous les soins, la soixantaine de soins qu'on peut... Hey, soit quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr, le diabète, je soigne beaucoup de gens, tu sais, qui avaient avec des problèmes d'hypertension, des problèmes ça les aide à gérer, si tu veux, un peu une partie de la pathologie. Souvent on va être médicamenté, tranquillement, peut-être réduire aussi la médication, tu vois. Les cystites, oh mon Dieu, les hépatites, il y a beaucoup de choses, hein. Mais juste aussi des fois quelque chose, la dépression ou un choc qu'on a eu émotif, qu'on veut rééquilibrer l'énergie, parce que c'est des soins qui rééquilibrent l'énergie du corps, qui réorganise, qui apaise, qui recentre, qui replace, si tu veux, tous les blocages et les nœuds qu'on pourrait avoir, qui peuvent s'être enquistés ou qui peuvent être densifiés à l'intérieur du corps ou de l'énergie. Alors ça procure comme un immense bien-être. Et bien sûr, il y a des pathologies que ça prend plusieurs séances, mais souvent ça peut être 1 ou 2 séances quand on se sent stressé, ou ce sont des traitements vraiment qui apportent énormément de et qui bienfaits. touchent tellement de problématiques différentes là, de ce que j'en comprends que ça dure à peu près 1h30, tu vois, okay. Un traitement, et puis c'est fait je le fais sur ma natte de soins ou sur ma table de soins, dépendamment du besoin. Et puis ça se fait dans la douceur, dans le respect, voilà, c'est un très beau soin. C'est plus qu'un massage, puis c'est pas comme l'acupuncture, mais il y a des points, il y a des chemins. C'est plus qu'un reiki, c'est tout ça ensemble, tu vois. Voilà. C'est à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Je pense que ça peut être très ça peut être, comme on disait tantôt, hein, c'est un plus à la médecine conventionnelle. Ouais, tout à fait. Écoute, Anouk, moi je te remercie énormément pour cette entrevue. Je pense que ça va être une entrevue très appréciée
très écouté. Je l'espère, Et j'espère. en plus, c'est que contrairement peut-être aux lectures, ben, il y a des gens qui m'écrivent des fois pour donner des commentaires. Ça fait que Ah bon, d'accord, ok. je t'en ferai part s'il y a lieu. Ok. Mais n'hésitez jamais de toute façon à m'écrire, communiquer avec moi, soit pour des questions, des commentaires, des suggestions. Moi, je suis très ouvert à ça. Puis, il en va aussi de la continuité du projet Connaissez-vous. Ça fait que c'est un projet qui est tellement agréable à réaliser. Je pense que ça apporte. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à en avoir besoin. Et moi, ben, c'est un immense plaisir, Martin, d'avoir fait ce moment de confidence et d'échange avec toi. Franchement, tu es un très bonne écoute, un très bon intervieweur. Je te remercie pour ce beau moment. Hein? J'espère qu'ils vont apprécier autant que nous, on a eu du plaisir. En tout cas, c'est ça. Moi, ça a été un plaisir et c'est ça. J'espère que c'est ça, les gens vont apprécier. Encore une fois, merci à nous qu'on se laisse là-dessus. Merci. Et merci aux gens. À une prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.